Oui, mais nous, on n'est pas journalistes, Samira, nous. Enfin, on n'est pas supporters, je veux dire. J'avais une petite bourde, là. Ah, j'avais oublié celui-là. Il est merveilleux. L'info est tombée hier. 5 des 7 lots des droits télé de la Ligue 1 pour la période 2020-2024 ont été vendus hier pour un montant record de 1,153 milliards d'euros par an. Et pour toi, Daniel, les clubs français n'auront maintenant plus d'excuses. Ouais, on va clore le chapitre oseille parce qu'on en a beaucoup parlé depuis, j'allais dire 48 heures, non, plus 24. Ouais, c'était exactement tombé à peu près à cette heure-là hier. On pourra remettre ça demain là. Oui, donc j'ai vu en tout cas aujourd'hui la réaction de la plupart des présidents qui très logiquement sont très contents. Ils ont écarté mine de rien le partenaire historique qu'ils avaient, les dirigeants du football français, protégé pendant de très nombreuses années. Même le milieu politique avait protégé ce partenaire pendant de très nombreuses années. La logique pure business a prévalu dans le deal, et Didier Quillot avait averti tout le monde, il n'a pris personne en traître. Il a eu ce aussi pourquoi il avait été nommé, c'est-à-dire réussir une très belle négociation. Et ce qu'il a fait, donc la Ligue de ce côté-là a parfaitement réussi sa mission, et donc aujourd'hui, je répète, j'ai entendu les présidents réagir, tous très heureux, même ceux qui, Jean-Michel Aulas, doutaient qu'il y ait une augmentation substantielle des droits télé quand on en avait parlé ensemble. Bertrand Deplat, Bernard Cayasso qui était chez Dugas tout à l'heure. Enfin tous très logiquement contents parce que maintenant, la France se situe au niveau des tout meilleurs en termes de revenus liés à ces droits télé. Il y a plein de domaines dans lesquels ils devront encore progresser. Marketing, remplissage, ce genre de choses-là. Mais en tout cas, là, vraiment, ce qu'on attendait depuis des années est enfin arrivé. Et moi, ce que j'attends en retour maintenant, c'est comme pendant des années, ça a servi d'excuse. C'était les fameuses chouineries de nos présidents. On n'a pas l'argent, on n'a pas assez d'argent, les autres ils ont plus, même quand c'était faux. Parce que je me souviens, j'avais fait la liste, et la liste j'avais faite en plus dans mon dernier bouquin, l'autopsie du sport français. Quand on fait la liste de tous les clubs largement moins bien lotis en termes d'oseille qu'ont sorti des clubs français en Coupe d'Europe, ça foutait les jetons. Donc là maintenant, déjà là, je trouvais que les excuses elles étaient souvent fallacieuses. Là, je dis vraiment maintenant. Alors. L'argent, il va pas rentrer tout de suite. Patrice, on est d'accord, il va falloir un peu de temps avant que ça rentre. Là, tu peux un peu anticiper éventuellement quelques dépenses. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui vont se risquer à... Mais tu peux l'utiliser comme garantie auprès des banques, par exemple. Non, mais moi, je voudrais juste faire le petit calcul, en fait, parce que, bon, au-delà de, il y a eu une petite révolution dans la Ligue à un moment donné, ça a bougé, etc. Donc, le travail qui a été la mission qui était un des chantiers de la Ligue d'améliorer le niveau a été atteint. Donc ça c'est quand même cette reconstruction de la Ligue et tout avec un point de vue plus marketing a atteint ses objectifs. Mais c'est à peu près 400 millions qu'il y a de plus par an par rapport aux droits précédents. 400 millions sur 20 clubs, on va enlever la Ligue 2. 400 millions sur 20 clubs, ça fait 20 millions par club. C'est ça? Tu me demandes des calculs, moi je suis obligé de faire oui avec la tête. C'est ça, oui, 20 millions par club. Ouais, c'est ça, parce qu'on était à 800, un peu moins de 800, et tu passes à 1 milliard 100 et quelques, ouais. Je sais même pas si ça fait un joueur. 20 millions. 2 joueurs, 3 joueurs. Mais tu vois, à l'échelle du Parisien. Oui, mais à l'échelle européenne, t'es l'équivalent des plus grands championnats. Oui, t'es un mais peu en dessous de l'Angleterre, on va dire. Tu t'es quand même, tu te rapproches des meilleurs, t'es juste derrière l'Angleterre, c'est t'es pas juste derrière l'Angleterre. L'Angleterre, ça va loin derrière l'Angleterre. Je voulais dire, t'es derrière l'Angleterre. Non, mais ça va baisser l'Angleterre. Il y a des droits qui ont été signés, ça a été renégocié à la baisse. Donc, faut aussi mesurer, c'est-à-dire qu'on était très en retard. Mais ça nous met juste un peu au niveau. Tu vois, ça va pas révolutionner quand même les moyens. Ça te permet de garder quand même beaucoup de jeunes qui se barraient très vite. Ça te permet de beaucoup bosser sur tes infrastructures au niveau centre de formation. Mais ça va pas être, d'après moi, un transfert direct sur les acquisitions de gros joueurs. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas assez d'argent par club pour le faire. Donc, effectivement, ça va renforcer les clubs au niveau des infrastructures, au niveau des structures, au niveau des jeunes. Tu vas pouvoir augmenter peut-être ta masse salariale. Ce qui peut te permettre sur des joueurs. Business au niveau du football, c'est-à-dire marketing, communication, etc. Bon, on va quand même dire que c'est positif. C'est positif. T'as l'impression, qu'il y a que dalle qui a rentré là. N'attendons pas une révolution. Pas de la révolution. Tu vois ce que je veux dire? Une révolution. C'est quand tu as 10 ans derrière toi avec 1 milliard 100 millions que
que tu peux commencer à capitaliser sur les moyens que tu as pour les développer. Donc les 2 premières années ou la première année, ça va pas faire une révolution non plus. J'en viens à ça. L'oseille va rentrer donc 2020. Effectivement, l'idée c'est de garder ce taux-là, enfin ce montant-là sur plusieurs années. Là, ça va être pour 4 ans. L'idée, c'est évidemment pas qu'en 2024 tout s'écroule et qu'on revienne à des montants inférieurs. Et c'est pour ça que je dis cette mentalité de la chouine qu'on a trop eu longtemps, soit de pas être bon en Coupe d'Europe en chouinant sur on n'a pas assez d'argent pour rivaliser. En gros que cette dynamique, parce que l'économie c'est aussi une affaire de confiance, et tu le sais. Une dynamique positive. Exactement. Que cette dynamique positive, elle te permette d'avoir de l'argent plus sans que ce soit une révolution, mais toi-même de te sentir mieux dans ton économie. C'est vrai. De, en gros, ne plus te chercher d'excuses avant même de disputer le match. En gros, de continuer, mine de rien, ce qu'a fait l'OM cette année en allant en finale de l'Europa League, en disputant un calendrier très 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 compliqué, de finir rincé, mais de finir avec un nouvel engouement. Et ça participe aussi d'une économie qui redémarre. On reste avec quand même les 2 demi de l'année d'avant. Donc, que tout ça continue d'entretenir cette dynamique positive pour que, dans ces 4 ans-là, d'abord, on continue à s'améliorer dans le jeu, dans nos ambitions, et qu'on arrive en 2024 avec l'idée qu'on doit rester à ce milliard-là. Qu'en gros, maintenant que la machine elle est lancée, qu'on ne s'arrête pas, et parce qu'on a eu pendant 10 ans, peut-être un peu plus, des réflexes tellement négatifs dans notre foot là, quand tout il chialait tout, il se plaignait. Tu veux dire en termes de réflexion, de langage, de communication, de la façon dont on présentait la Ligue 1, ça allait de tout, du choix de nos entraîneurs, tout là, un nouveau souffle. Non, mais c'est vrai que de chialer, c'est pas de chialer sur le niveau d'investissement qu'on met sur la masse salariale joueur. On est à un certain niveau, on pourrait être plus fort, etc. Mais je crois que c'est la structuration de nos clubs qui compte. Et les moyens qu'on doit récupérer aujourd'hui, c'est pour développer du marketing, pour récupérer de l'investissement sur la com, pour se faire voir plus à la lumière de ce que doit être le football français. Donc, si c'est réparti directement sur la masse salariale joueur, t'as rien gagné. Donc il faut que ça soit une répartition qui soit dans les structures des clubs. Et ça va être de l'argent concret et utile. Tiens, juste pour être très précis, pour la première ligue, pour la période 2019-2022, c'est bien 2,3 milliards d'euros par saison. Voilà, qui ont été négociés. Ouais, c'était ça. Non, mais juste pour être très précis. Oui, ça reste largement supérieur. Bien d'accord. Pour le coup. C'est le double. Ton avis, toi, là-dessus, Jérôme, justement. Est-ce que tu penses comme Daniel que ça y est, les clubs français ont plus d'excuses maintenant? Non, mais c'est même pas tant pas d'excuses. C'est ils vont arrêter de se plaindre là. C'est changer la mentalité. Être positif là-dessus, voilà, changer la mentalité, changer. C'est vrai qu'on entend beaucoup de choses avant les saisons, tu vois, où déjà ils se protègent plus ou moins, savoir si le nombre de matchs, les compétitions, ça va pas user les joueurs, on en a pas assez, on a ceci. C'est vrai qu'aujourd'hui, t'as rien à dire par rapport à d'autres équipes européennes. Ce que je veux dire, je te parle pas des Anglais, mais des autres. On est bien à ce niveau-là pour pouvoir développer tes joueurs, en avoir peut-être un petit peu plus, peut-être garder, éviter de les vendre aussi. Les 20 millions, les 20 millions, ça peut être ça. Là, je rejoins Patrice, ça va pas être non plus une révolution, parce que c'est vrai que 20 millions d'euros pour, je te parle pas pour une équipe qui va monter de Ligue 2 en Ligue 1, où l'objectif va être de se maintenir, ça va être très utile. Mais pour une équipe, genre aujourd'hui Bordeaux, par exemple, je vois pas vraiment si ça va pas être une révolution dans pour les Big Five, non. Eh oui, exactement. Les structures de club. Pour le milieu de tableau, beaucoup, et pour ceux qui montent, énorme. Mais Daniel, tu sais ce que vont dire pas mal de présidents de clubs aussi. Ils vont dire oui, mais on a toujours une fiscalité qui est plus lourde que celle de pas mal d'autres pays européens. Tu vois, il y a ça aussi. Ils vont dire oui, mais nous on n'est pas propriétaires de nos stades pour la plupart. Écoute, ne les encourage pas à continuer dans les chouineries. Je pense qu'en ce moment, tout le monde est à la fête et tout le monde est au champagne. Et puis c'est bien continuons à entretenir cette dynamique positive. Effectivement, Patrice a eu raison de préciser que l'idée, c'est pas d'aller tout claquer dans les salaires, parce que là, effectivement, tu progresseras pas forcément. Peut-être que ça te permettra de garder un ou deux joueurs. Au contraire, parce que le fait de tout mettre, tout craquer dans les salaires, comme tu dis. Oui, tu brûles un peu le truc. Mais non, mais déjà, tu vas valoriser, du moins, tu vas augmenter des joueurs moyens. L'inflation sera mal placée. C'est pas cette inflation-là qu'il faut. Oui, non, mais là, c'est une erreur. J'aurais pas dû parler de ce point-là précis. J'ai souvent raison, t'as vu? Ouais, ça va, t'es bien, t'as commencé un peu nerveux quand même. Non, mais non, c'est toi. Je peux t'arriver toujours un petit peu.
tu me cherches. Tiens, suite de notre quête des personnes qui sont nées à Châtenay-Malabry. Bah, tu vois, t'as lancé un sujet. Alan Saint-Maximin, bon joueur en plus. Mais excuse-moi, mais qui te file tous ces Jérôme trucs-là? Thomas, écoute, là, on travaille sur l'hashtag RMC Live. Sur l'hashtag RMC Live, nos afteriens sont. T'as vu déjà ceux qui. Saint-Maximin, c'est pas mal. Moi, j'aime. Ben oui. Ouais. Saint-Maximin, c'est très bien. Saint-Maximin, là déjà dans une ville comme ça, il y a autant de footeux qui sont nés. Tu vas peut-être faire une équipe. Hein. Moi à gauche, Saint-Maximin à droite. Tu sais que moi dans ma ville de naissance, t'as qu'un seul joueur de foot. T'es né où toi d'ailleurs? Rissorangis. Il y a un seul joueur de foot. Philippe Cuervaux, pour ceux qui s'en souviennent. Ah oui, Saint-Étienne. Exactement. Oui, bien sûr. C'est le seul. Après sinon il y a Cadmerade. Ça te va bien. Pas mal. Dans mon immeuble, tiens, il habite. Ah oui? Ouais. Très bien. Bah, tu lui diras qu'on est né au même endroit. On était dans le même collège. Il avait un an de plus. Ramène-le le prochain. Voilà. Et qui a eu d'autres en vedette, Harris? C'est pour ça que t'as les. Ah oui, ouais. Bon. Attends, je vais sur la page wiki voir si t'es dedans. Ils t'ont mis dans la page Wikipédia ou pas quand même? Oh, je pense quand même. Ouais. Attends, fais voir. Je crois qu'il y a Sophia Aram aussi, mais ça, je suis pas sûr de vouloir m'en vanter. Wikipédia. Ouais. Ils ont mis. Bah oui. Mehdi Benassia. Ah. Et Nelton. Ouais. Harris? Ah ouais. Sans déconner. Je te jure que c'est vrai. Mehdi Benassia est né à Rissorangis. Oh putain, ça va nous réconcilier. Ah bah, l'appel est lancé en tout cas. Non, je suis pas sûr. Daniel Riolo, qui est sur la fiche wiki quand même. Je suis pas sûr que ça va te réconcilier avec. Ça suffit pas. Si je lui dis qu'on est Harris tous les deux aussi. Non, je pense pas. Mehdi Benassia, je te lance un appel. Maintenant que je sais qu'on est né dans la même ville, il faut qu'on se rapproche. Oublions nos différends. Enfin, le différent que toi t'as avec moi, parce que moi j'en ai aucun avec lui, mine de rien. Parce que j'ai dit que le Maroc prendrait 3-0 contre l'Espagne à la Coupe du Monde, il m'en veut à mort. Alors il est pas né là-bas. Il a grandi là-bas, il a joué là-bas. Mais non, mais c'est comme Jérôme avec Ben Arfa, ça marche. Il a porté le maillot jaune. Il a porté le maillot jaune, short bleu. Courcouronne, c'est pas Rudy Garcia qui est né là-bas aussi? Courcouronne, rien à voir, c'est à côté, c'est une petite ville à côté, ça. Mais il a joué là-bas visiblement. Harris, il a porté le maillot jaune, short bleu. Vous connaissez le gentilé de Rissorangis? Ah ouais. De quoi? Le gentilé, les gens de Rissorangis sont les. Mais les Rissois. Voilà. Tu m'inventes ça à moi, j'ai grandi là-bas. Dis-le-nous, justement. Je le sais. Dis-le-nous. Ah oui. Et donc voilà. Donc non, il est pas né. Et puis Jordan Olivier aussi est né à Rissorangis, c'est notre stagiaire.